Bonjour à tous, bienvenue dans les hors-séries de l'été de Parents Voyageurs. Cet été, nous nous associons avec Stéphanie de Famille et Voyage, le podcast, pour vous présenter une autre facette de nos invités. Alors que nous les interrogeons sur leur parcours, leur choix de vie, leurs expériences de voyage en famille, Stéphanie leur demande d'ouvrir leur carnet de voyage et de nous faire découvrir des destinations. Chaque semaine, jusqu'à fin août, nous allons donc vous proposer 2 conversations avec le même invité, une histoire de vie et un carnet de voyage. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur nos blogs respectifs famillevoyage.com et parents-voyageurs.fr. Belle écoute et bel été! Hello hello, vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 ados de 12 et 16 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur 2 pour ouvrir les carnets de voyage de mamans ou de papas sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, diffusé l'autre vendredi sur 2 ? Tout ça pour vous donner plein d'idées et vous éviter des galères pour vos vacances en famille. Avec plein de randos de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer. Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcasts, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez une petite note 5 étoiles et un commentaire, ce serait top. Bienvenue dans ce nouvel épisode. En septembre 2020, Jérôme, Alizé et leur petite Ariane de presque 1 an arrivent à Hendaye, point de départ de leur road trip à vélo avec bébé. Leur objectif ? Faire le tour du Pays Basque ? Non. De l'Espagne ? Non plus. Un chouille plus loin. La famille se rend en Géorgie, à vélo, avec bébé, en passant par l'Italie, la Grèce et la Turquie. Vous trouvez ça dingue ? Moi aussi. Mais c'est qu'ils n'en sont pas à leur première escapade un peu engagée. Enfin un peu. Ils venaient juste de rentrer de leur traversée des Pyrénées à pied, déjà avec bébé. Ils sont donc passés à la vitesse supérieure. Si vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas à les suivre sur Insta, car ils y racontent toutes leurs aventures. Et quand je dis toutes, je parle aussi des bousses de vache et des couches qui sèchent sur le porte-bagages. Ah, la nature, mesdames, messieurs, c'est de la poésie où je ne m'y connais pas. Allez, c'est parti pour le carnet de route de Jérôme entre la France et la Géorgie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Stéphanie. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben, ça va plutôt bien, ouais. On commence à être à l'approche de notre prochain départ, donc tout se précipite, mais on arrive à s'en sortir pour l'instant. J'en ai aucun doute quand je vois vos aventures qui sont pas les aventures de tout le monde. J'imagine que l'organisation, au bout d'un moment, ça doit vous connaître un peu quand même. Ouais. Bah, surtout le voyage à vélo, là, on hésitait beaucoup avant de repartir à pied, à vélo, autrement, mais bon, la vélo, on commence à savoir comment s'organiser, donc il y a qu'à remplir les sacoches et puis c'est parti. Ça a l'air tellement simple comme ça. Où est-ce que tu te trouves actuellement ? Eh bien, on est au nord de Montpellier, à côté du lac du Salagou, dans les terres rouges, et on a trouvé une maison là pour passer l'hiver entre 2 projets, entre 2 voyages à vélo, et du coup voilà, on s'est installé là dans un petit village de l'Hérault. Et vous repartez dans combien de temps ? Et si tout va bien, on repart dans quelques semaines, à partir de début avril, donc ça va aller très vite. Ouais. Bon, après, on part quand on est prêt, mais c'est à peu près le timing. Ouais. Bon, avant de partir sur la dernière aventure, celle que vous avez déjà faite, en tout cas la dernière en date, parce que vous en faites tout le temps en fait, on va repartir un peu en arrière pour savoir quel voyageur tu étais quand tu étais petit garçon avec tes parents. Et ouais, alors moi j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, ils aimaient bien nous amener un peu partout autour du globe. Alors c'était pas le même format de voyage qu'on fait aujourd'hui, c'était plutôt des petits voyages organisés, on va dire, pour aller découvrir les pays pendant quelques semaines, 2-3 semaines. Mais du coup, ça nous a amené, moi et ma sœur, à bourlinguer un peu à droite à gauche, même si aujourd'hui c'est pas tellement notre volonté de partir 3 semaines au bout du monde, mais ça nous a mis un peu le pied à l'étrier, comme on dit. Et comment ont évolué vos voyages, enfin tes voyages, quand tu as grandi et que tu es parti sans tes parents ?
Et ben comment ça a évolué? Bah nous avec Alizé en fait on se connaît depuis très longtemps, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, donc on a commencé à voyager ensemble, donc ce qui est assez chouette parce que du coup on s'est construit un peu notre envie de voyager de la même façon, donc on est assez d'accord sur les projets et on a pas mal randonné tous les deux. Je me souviens, je pense quand on avait 17 ans, on était parti faire le tour du Mont Blanc pendant une petite semaine, on était parti en stop de chez nous puis on était allé avec nos affaires, enfin c'était l'aventure, hein. On s'était grelotté, on avait de la neige, enfin c'était sympathique, mais voilà, on a commencé pas mal comme ça, on a fait quelques voyages à l'étranger aussi, sur un mode de 2 semaines à découvrir un pays, mais on va dire de moins en moins on a cette envie-là de partir de façon trop courte, trop brutale, trop loin, et de pas avoir le temps de saisir toute la complexité qu'il peut y avoir dans un pays, depuis une culture, des langues, etc. Donc maintenant, on préfère le voyage le plus lent possible, on va dire. En même temps, vous avez fait à pied, et puis après vous êtes parti à vélo, c'est vachement plus rapide à vélo. Ouais, c'est vachement plus rapide. Et c'est chouette parce qu'on peut aller beaucoup plus loin à vélo. Mais ouais. Donc vous avez fait, déjà, vous êtes allé dans pas mal d'endroits différents avec Alizé, et puis Ariane est arrivée, et là on se dit, bon, ça va les calmer un petit peu, mais pas du tout en fait, vous avez continué. Et ouais, bah c'était un peu le pari quand on a su que Ariane allait arriver, on s'est dit bon, il y a toutes ces personnes qui te disent ah mais quand t'auras des enfants ce sera différent, vous pourrez plus partir comme avant, et nous on s'est dit ah tiens on va peut-être leur montrer que bah on peut continuer à vivre ses rêves même si on le fait un peu de façon différente. Et donc on avait prévu de partir en Iran ce fameux 1er avril 2020. Et donc, comme tous les 1er avril, je crois on a eu le droit à notre petit poisson d'avril. Eh oui. Et du coup, bah, comme tout le monde, on est resté chez nous. Et finalement, on a rêvé d'un plan B, d'un autre voyage, le temps que le climat soit un peu plus serein pour partir à vélo. Et du coup, on est parti traverser les Pyrénées à pied avec Ariane sur notre dos. Une jolie idée, très éprouvante, mais tellement magique, surtout avec Ariane qui avait 9 mois. Ça, c'était génial de traverser pendant 3 mois toutes ces montagnes. Comment vous avez eu, enfin comment on passe de on va aller en Iran à vélo à on traverse les Pyrénées à pied, parce qu'il y a quand même, j'ai bien compris, c'était une adaptation au contexte, mais quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Bah, on passe surtout à se dire comment on va porter Ariane et puis comment on va réduire notre matériel par deux, parce que ce qu'on peut porter à vélo, on peut porter au moins 2 fois plus à vélo que ce qu'on a à pied, donc il faut faire pas mal de concessions sur le confort pour être le plus léger possible, parce que en rajoutant un bébé de 10 kilos dans le sac, bah, ça enlève 10 kilos de matériel. Est-ce que dans votre tête c'était la première étape quand même de ce grand voyage, ou c'était on fait ça et on verra après? Ouais, nous on est plus à se dire on fait ça et on verra après, on prend ce qu'on peut prendre aujourd'hui et puis après on sait pas ce qui peut se passer, s'il y a d'autres projets, etc. Donc bon, on s'était dit bon on part faire les Pyrénées. Déjà on n'est même pas sûr de traverser les Pyrénées quoi. On se dit on part et on essaye d'aller marcher dans les Pyrénées et puis après on verra comment ça se passe, parce que on s'était entraîné quand même 15 jours avant sur une petite balade de GR autour de chez nous. On s'est dit bon on peut arriver à marcher, mais il n'y avait pas le dénivelé, il y avait Oui, oui. pas aussi long, etc. Donc non, on se dit juste on part, puis on verra quoi. Est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots sur cette première aventure qui a été une grosse aventure? C'est pas rien, traverser les Pyrénées à pied déjà pour des adultes, c'est compliqué, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais alors avec un bébé sur le dos, raconte-nous un petit peu quand même. Ben ouais, c'est un sacré morceau. Il y a 1000 kilomètres entre la Méditerranée et l'Atlantique. Il y a à peu près 60 kilomètres de dénivelé positif. Et du coup, on est seul dans la montagne. Et puis, il y a pas mal de jonctions aussi, où, notamment en Ariège, où il faut faire plusieurs jours, jusqu'à 5 jours d'itinérance avec la Oh, nourriture sur le dos. Donc, ça alourdit pas mal la charge. Et puis, bah, le fait que je pense le plus compliqué au final, parce que bon, marcher, on est des marcheurs, ça a été, mais c'est le fait que Ariane dorme peu la nuit parce qu'elle avait des réflexes de régurgitation, et je pense aussi qu'elle dormait beaucoup la journée pendant qu'on marchait, du coup elle était plus en forme elle que nous était la nuit. bercée. Et voilà, et du coup c'était un peu, on a développé un concept qui s'appelle se reposer en marchant, et du coup c'était pas tellement la nuit qu'on se reposait, mais c'était plutôt en marchant quoi. Enfin du moins le cerveau se reposait quoi.
Ouais, ça devait pas être facile. Et à aucun moment vous vous êtes dit non vraiment c'est trop dur, il faut rentrer. Ah si, bien sûr. Moi, Alizée est très persévérante. Enfin, elle peut aller au bout du truc quand elle a une idée en tête. Et moi, à un moment, quand on dort peu, on va être honnête, C'est dur, on va hein. avoir des sautes d'humeur. On se parle pas forcément bien tous les deux. Tous les jeunes parents le savent, mais voilà, quand on rajoute en plus la charge physique qu'il y a dans la journée, plus le peu de sommeil la nuit, moi à un moment j'ai dit à Alizée, j'ai pas envie qu'on mette notre couple, notre famille en péril pour un voyage, même aussi fantastique soit-il. Et puis voilà. Et puis le lendemain, on s'est dit qu'on allait faire un pic, le pic Canigou là, dans les Pyrénées-Orientales, qui est Ouais. presque à 3000. Et puis quand on est arrivé là-haut, je pense qu'on s'est dit que quand même c'était tellement beau et tellement chouette de vivre ça avec Ariane que ça valait le coup de continuer. Mais oui, on a eu des moments où on s'est dit ouais, c'est dur quoi, c'est vraiment dur. Et ce pic Canigou, je pense que c'est un de vos moments forts. Est-ce qu'il y en a eu quelques autres qui te reviennent en tête, soit des moments où c'était tellement beau que c'était incroyable, ou des moments où Ariane a fait quelque chose de particulier, des petits moments forts? En fait, du coup, avec ce premier pic, on s'est pris au jeu de se dire on va souvent essayer de quitter le GR ou la HRP pour aller monter sur les pics et puis voir un peu la vue d'en haut, et on s'est pris au jeu, et à chaque fois qu'on a fait une ascension, même si on n'est pas arrivé en haut parce qu'on a eu de l'orage ou parce qu'il était trop tard, etc., ça a toujours été des moments assez forts parce que quand on s'embarque dans ces ascensions, c'est assez chouette. Ouais. Et après, non, c'est tout le long, hein, c'est d'être là avec Ariane, on prend une pause pique-nique, elle grimpe sur des rochers, on est dans la montagne, enfin c'est trop chouette quoi, enfin de pouvoir partager autant de temps avec son enfant dans un cadre aussi fantastique, c'est que des bons souvenirs, ouais. Et vous faites des rencontres? Ouais, on a fait quelques rencontres. Alors parce qu'on en reparlera après, à vélo, le vélo est beaucoup plus propice à rencontrer du monde que la randonnée était un peu plus solitaire. Mais on a fait quelques belles rencontres. On a rencontré un berger là qui nous a accueillis dans sa caravane. Un berger uruguayen perdu dans les Pyrénées-Orientales qui avait un chien qui préférait aller chasser les lapins que rabattre les brebis. Ce genre de rencontre, c'est trop chouette. Non, il y a un papy montagnard qui s'est pris d'affection pour nous aussi, qui allait nous balader dans les montagnes, nous faire des grillades. Non, on a rencontré pas mal de gens et c'était souvent assez drôle. Ariane, souvent quand on l'a portée, on mettait un châle sur le porte-bébé pour pas qu'elle prenne le soleil. Souvent on parlait avec des gens en marchant et ils se rendaient pas compte qu'il y avait un bébé dans notre dos, quoi. Et souvent ça arrivait 5 minutes plus tard, on lève le voile et là la surprise, quoi. C'était assez drôle de voir ces visages souvent qui voient Ariane et qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait ce bébé là au milieu de la montagne avec Mais ses oui. parents chargés, quoi. Ouais, une super belle aventure. Et quand vous êtes rentrés, On n'est jamais rentré en fait. oui, c'est ça, vous n'êtes pas rentrés à la maison, mais vous êtes descendus des Pyrénées. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais pendant qu'on traversait les Pyrénées, on se dit on va pas rentrer quoi, on n'a pas envie, on est tellement bien. Et du coup on s'est dit on va repartir sur notre plan numéro 1, c'est-à-dire partir à vélo direction l'Iran. Et du coup un peu avant d'arriver, on contacte le parrain d'Ariane qui devait nous retrouver à l'arrivée pour fêter la première année d'Ariane. Et du coup on lui dit passe chez mes parents, embarque nos vélos et notre matériel, et puis du coup on repart à vélo de l'Atlantique, comme ça fait une belle jonction, quoi. Il n'y a pas de sensation de se dire je reviens à la case départ pour repartir, enfin on reste dans le voyage, quoi. Dans ce cas-là, à quel moment des Pyrénées vous êtes dit on rentre pas? Est-ce que c'était vraiment vers la fin ou est-ce que ça s'est décidé assez rapidement? Non, c'est plutôt vers la fin. Quand on s'est dit on va y arriver, là on s'est permis de penser à la suite, quoi. À partir de ce moment-là, ouais. Et votre itinéraire, vous l'avez aussi imaginé tout de suite à ce moment-là, dans ces grandes lignes, dans les pays que vous alliez traverser, ou c'est pareil, ça s'est fait... Enfin non, j'imagine qu'il y a quand même une ligne directrice, il faut que vous sachiez où vous allez, mais comment vous avez mis en place les choses? Non, ça se fait assez au fur et à mesure. Surtout quand on voyage à vélo, on aime être libre de pouvoir changer nos plans, plus le Covid qui rajoute quand même l'incertitude de frontières ouvertes, fermées, réglementations, etc. Plus le fait de voyager avec un enfant qui rajoute encore une nouvelle couche d'incertitude, donc on évite d'avoir trop de détails. On se donne juste un objectif. Là, c'était d'aller vers l'Iran, au moins on allait vers l'Est, on savait vers où on se dirigeait, ça donne un peu un objectif. Et après, il y avait le fait qu'on arrivait
à la fin des Pyrénées, on était fin août, début septembre. Et du coup, on savait qu'on allait passer l'hiver sur la route, donc c'était aussi comment gérer l'hiver sur la route en vélo, donc aller vers des endroits les plus chauds possibles, on va dire, pour essayer d'être le plus confortable possible avec la météo. Donc c'était un peu ça qui nous a dirigés, qui nous a dirigés du coup ensuite en rentrant à vélo vers Montpellier pour voir un peu la famille au passage, puis vers Toulon pour prendre un bateau pour la Sardaigne. Et on s'est dit qu'on tirait assez rapidement vers le sud pour profiter un maximum de la chaleur de l'automne et puis après avoir un hiver de Méditerranée, quoi. Vous aviez donc préparé vos vélos avant de partir. Est-ce qu'il y avait... comment vous vous êtes équipé, en fait, pour faire cette expédition? Comment on s'est équipé? En fait, on s'était déjà préparé à voyager en vélo, donc on avait à peu près tout notre matériel pour le voyage à vélo, même si on a un peu changé les plans pour traverser les Pyrénées à pied. Du coup, quand on est parti des Pyrénées, on est parti avec notre matériel de randonnée plus nos vélos, et quand on a fait une pause chez nous à Montpellier pour rajouter tout ce qui manquait, transformer ces petites choses. Par exemple, le réchaud à gaz de randonnée, bah on l'a transformé en un réchaud multicombustible où on peut utiliser de l'essence parce que c'est beaucoup plus facile pour voyager à vélo, pour s'approvisionner. Enfin, plein de petites choses comme ça où on a rajouté un peu de confort. Ariane qui avait un livre dans les Pyrénées, bah du coup elle en a eu 4, 5 pour le vélo. Ouais, des petites choses comme ça, quoi, des doudous dans la carriole. L'idée c'est que bah quand on est à vélo, c'est quand même facile de trouver du matériel sur la route. Donc c'est de pas trop se charger et se dire bah si on a besoin de quelque chose, bah on trouvera au moment où on en a besoin, quoi. Pour essayer d'être le plus léger possible malgré tout. Quand on fait un voyage comme celui-là, on va quand même s'équiper un minimum avec des besoins bien précis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre équipement? Ouais, tout à fait. Alors les vélos, c'est des vélos qu'on avait déjà parce qu'en 2017, on avait traversé l'Amérique du Sud à vélo dans la cordillère. Donc on avait nos vélos, on savait qu'ils étaient bien, ils avaient résisté à l'aventure, donc ça c'était fiable. Des vélos de randonnée, hein, c'est des vélos en acier résistants, sans suspension, avec des petits trous et un grand développement pour pouvoir, même quand on est chargé et que ça monte dur, pouvoir continuer à pédaler. La carriole, c'est assez simple hein, dans le domaine des carrioles. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font des carrioles, on va dire moyen haut de gamme, c'est-à-dire des carrioles qu'on veut bien emmener en voyage parce qu'on sait qu'elles vont résister. Il y a le suédois Tulle qui font aussi l'équipementier auto, et il y a l'allemand Cruiser. Et du coup, nous on est parti sur une carriole Tulle. Ils ont globalement deux gros modèles. Il y a un modèle avec un fond rigide en plastique qui est plus lourd mais plus solide sur la durée, et puis ils ont des modèles avec des fonds qui sont en tissu, et du coup nous on a préféré la légèreté à la rigidité, et c'était plutôt un bon choix parce que ça, à moins de passer vraiment dans des flaques très profondes, souvent avoir un fond rigide en plastique ça alourdit beaucoup pour pas beaucoup de gain, quoi. Et voilà, une fois qu'on a carriole les vélos, après c'est tout le matériel classique de bivouac, parce que nous on bivouac beaucoup, c'est notre mode privilégié, on va dire, de ce qu'on aime bien, on est dans la nature. Et c'est facile parce qu'Ariane tous les soirs elle a ses mêmes repères, elle est dans la tente avec nous, c'est la même tente, donc une fois qu'on a fermé la zipette de la tente, elle est dans la maison, quoi. Et je pense que c'est assez chouette quand on est avec un bébé. Si on va d'hébergement en hébergement en dur, bah à chaque fois c'est faut s'adapter, il y a des contraintes, etc. Alors c'est sûr qu'il y a des contraintes en bivouac, mais au moins elles sont les mêmes tous les soirs, et une fois qu'on s'y est adapté, il y a plus d'inconnu, on va dire, de ce niveau-là, quoi. À part savoir où on va planter notre tente, mais c'est le jeu de tous les soirs, quoi. Et il doit y avoir des moments où la météo est pas aussi clémente que vous l'espérez et ça doit être un peu moins confortable. Ouais, ça nous est arrivé plusieurs fois forcément hein, sur un an de voyage à vélo, ouais. Non, de pas confortable en bivouac, il y a les réveils où la tente est inondée parce qu'on s'est mis dans un terrain propice à former des flaques, ça c'est pas très drôle. Mais bon, la pluie ça finit toujours par s'arrêter en général, donc on s'en sort comme ça. Et je pense que le pire qu'on ait eu, et on est d'accord avec Alizé, de tous les éléments, le plus fatigant c'est le vent, parce que ça souffle et ça peut souffler longtemps. Et nous on a choisi de prendre une tente assez grande, comme une canadienne mais en double tipi. Et du coup, notamment en Grèce, on a eu énormément de vent, et pour le bivouac c'est assez insupportable parce que des fois ça devient vraiment dangereux de continuer à rester dans la tente quand il y a beaucoup de vent, et puis c'est impossible de dormir. Et je me rappelle d'une nuit, je pense à 1h30 du matin, on avait planté un bivouac au bord de la mer en Grèce, à côté d'un cimetière, c'était fort charmant, et le
vent s'élevait à partir de 10-11 heures, et à 1h30 du matin, c'était vraiment tellement violent qu'on a décidé de plier le bivouac de nuit. On a tout rangé, on a mis Ariane dans sa carriole, et puis on a roulé jusqu'à essayer de trouver. On a trouvé une maison en construction, un chantier, quoi, et puis on s'est mis à l'abri dans le chantier, puis on s'est fait réveiller à 8 heures par l'ouvrier pakistanais qui venait finir les joints. Mais au moins, on était à l'abri, c'était l'essentiel. Il a dû Mais bon, heureusement, halluciner, lui ça aussi. arrive pas tous les jours. Ouais, je pense qu'il a pas compris quand il nous a vus avec un bébé, des vélos, une carriole. Non, mais il nous a offert du café quand même, donc je pense que ça Ah, bah ses ça va. émotions. Ouais, non, on est toujours bien accueillis en général. Bon, allez, on part sur la route et votre première étape, c'est la Sardaigne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les paysages, ce que vous avez ressenti et quels ont été les points forts de cette étape? Et bah bien sûr, alors la Sardaigne, ça, on va dire, c'est un peu la Corse italienne, hein. Ils ont aussi un peu un statut indépendant comme les Corses. Enfin, ça, c'est plus ou moins le même peuple, les mêmes racines. Et bah ce qui est super chouette en Sardaigne, c'est que c'est un territoire assez il y a beaucoup d'espaces naturels le long de la côte. Alors nous on a fait que la côte ouest, la côte est est encore plus sauvage. Il y a pas beaucoup d'arbres, donc en été, je pense qu'il doit faire assez chaud et ça doit être assez compliqué. Donc je pense que l'intersaison, comme nous on était à l'automne, c'était parfait. Et du coup, on longeait la côte, donc on allait de plage en plage, souvent des bivouacs pas loin de la mer. Ouais, c'était trop chouette. Nous, c'était l'automne rêvé. Il faisait chaud, on pouvait se baigner. Il y avait encore assez de soleil, donc on pouvait rouler sans trop se poser de questions pour le soir. Et puis déjà un petit goût d'Italie, quoi. Les spécialités italiennes qui sont déjà là. C'était vraiment un très beau moment qu'on a passé en Sardaigne. Vous avez commencé à manger des pizzas et des pâtes, j'imagine que vous en mangez déjà beaucoup. En bivouac, c'est souvent une nourriture de base. Ouais, tout à fait. Après, nous, le grand malheur de ce voyage, et ça n'a pas été qu'en Italie, c'est qu'on voyageait en temps de Covid, et du coup, tout ce qui était restaurant, bar, café, fermé, quoi. Donc, on n'a pas pu tester beaucoup les spécialités italiennes, ni grecques d'ailleurs. C'est juste arrivé en Turquie qu'on a pu commencer à aller au restaurant. C'est pas cool, ça. Ouais, en fait, je pense que le truc était moins cool, c'est surtout quand il fait pas beau et que t'as envie de juste te mettre au chaud dans un café pour boire un cappuccino et être bien. Bah, tu peux pas, et du coup, tu prends ton café et puis tu vas le boire dehors sous la pluie, et ça c'est moins drôle. C'est sûr. En termes de dénivelé et de facilité ou pas de pédaler en Sardaigne, ça s'est passé comment? Bah, en suivant la côte, on va dire, c'est un peu comme la Corse, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est assez montagneux, surtout dans le centre et centre-est de la Sardaigne. Mais si on reste sur la côte, bah ça reste une côte comme si on allait faire du vélo en Bretagne. Forcément, on a l'impression que c'est plat parce que c'est la côte, mais c'est jamais plat parce qu'il y a des falaises et on monte, on descend, on passe le temps à faire ça. Mais c'est plutôt, je veux dire, modéré, on va dire, sur la difficulté, quoi. Vous n'avez pas rencontré de moments compliqués sur cette étape-là, en tout cas. Non, à part un peu de météo difficile, non, c'était plutôt assez chouette. On n'a pas eu trop de problèmes à bivouaquer, non, c'est plutôt bien passé. On a même rencontré on a eu des chouettes rencontres. Un jour, on croise un cycliste de route. En général, les cyclo-voyageurs, on va dire notre catégorie de cyclistes et les cyclistes de route ont assez peu de contact, même si on pratique le même sport, ce qui peut paraître étrange. Et du coup, Andrea, il s'arrête, il nous tchatche un peu, et lui, il traversait la Sardaigne en 2 jours, alors que nous, on mettait 2 semaines au moins pour traverser. Et il habitait dans le sud de la Sardaigne, du coup, il nous invite à venir chez lui quand on arrive dans le sud, quoi. On se quitte, hein, c'était assez rapide, et un peu avant d'arriver chez lui, on lui envoie un message. Il était hyper motivé pour nous recevoir, et donc le jour où on doit se retrouver sur la route pour qu'il nous ramène chez lui, et je pense qu'il était tellement emballé à l'idée de nous retrouver. Et pourtant c'est un cycliste, on va dire semi-professionnel, quoi. Il oublie de mettre ses freins sur son vélo qui sort de son camion. Et du coup, il s'en rend compte dans une grosse descente, au moment où il a besoin de ses freins. Il était avec un copain à lui, et du coup, ne voulant pas couper un virage pour pas se prendre une hypothétique voiture qui arriverait, il décide de se mettre dans le fossé, et
et il se fait une très très grosse blessure. On arrive en fait au moment où il vient de tomber dans le fossé, il attend l'ambulance, et du Oh coup là c'était un là. peu c'était assez terrible, ouais. Et donc, il a passé quelques jours à l'hôpital, et mais on a pu se revoir par la suite, donc ça c'était le bon côté. Nous on était hyper mal parce Bah oui, on se disait que j'imagine. c'était un peu de notre faute, il était un peu trop pressé, et du coup il a pas fait ses vérifications, et voilà. Mais ça c'est bien fini. On a Ouais. une ou deux semaines plus tard, on s'est tous revus sur la plage. En plus, il avait convié un ami à lui qui était journaliste du quotidien Sard. Du coup, ils ont fait un article sur notre Ah. traversée. Une très belle rencontre, quoi. On est juste tellement désolé pour lui qu'il Mais soit arrivé à oui. cet accident, quoi. Et Ariane, dans sa carriole, elle faisait quoi? Notre façon de nous organiser, c'est de se dire qu'on roule à peu près 4 heures par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, on va dire grossièrement. Et elle avait à peu près 1 an à cette période-là, donc ça a collé. Elle faisait encore 2 siestes, une sieste le matin, une sieste l'après. Et la plupart du temps, quand on roulait, le but c'est qu'elle dorme et qu'elle soit sur ses siestes. Comme ça, elle a pas de temps long dans sa carriole, quoi. Nous, elle avait des petits jeux pour s'amuser ou dessiner ou faire des choses comme ça, mais l'idée c'est qu'elle passe un minimum de temps éveillée dans sa carriole et qu'elle puisse être dehors Mhm. avec nous aller chercher des cailloux, jouer avec les fourmis et vivre sa vie à l'extérieur. Bah oui, et puis c'était sa petite maison, hein, donc elle s'est vite habituée, j'imagine, à ce rituel-là aussi. Oui, et puis après elle était plutôt bien, hein, quand il pleuvait, quand il y avait du vent. Moi j'ai envié plusieurs fois Moi, je me suis dit, moi je me mettrais bien au chaud derrière, je trouverais quelqu'un pour me tirer, ce serait pas mal aussi. Quand elle sera plus grande. Non mais c'est ce qu'on dit avec Alizé, on aimerait bien avoir 4 enfants pour devenir un musher d'enfants. Donc nous on C'est s'imagine ça. avoir chacun notre carriole et pouvoir se faire balader sur les routes du monde par nos progénitures, mais bon, on n'y est pas encore, hein, mais on y travaille. C'est ça. La question qui vient aussi après, c'est ok, vous savez vous faire à manger, vous faites votre bivouac pour dormir, et comment vous faites pour les douches? Alors, on est plutôt de l'équipe à la dure avec Alizé, on se douche tous les soirs. Mhm. Il y a des cyclos qui ne le font pas, mais c'est quand même plus agréable d'être douché après une journée de sport. Et au niveau de la chaleur, la peau respire mieux quand même quand elle est débarrassée du sel de transpiration, et du coup on a plus chaud, on régule mieux sa température la nuit. Donc bon, au début nous on se douchait toujours à l'eau froide, dans les ruisseaux, dans les Hmm. rivières, en prenant de l'eau comme ça. Et puis à un moment j'ai dit à Alizé, mais on a un réchaud essence, on manque pas de carburant, de combustible pour. Je lui dis, on pourrait se prendre des douches chaudes. Et à partir de la Sardaigne, on s'est pris des douches chaudes tous les soirs. Donc c'est un peu long les réchauds à essence à allumer parce qu'il faut les préchauffer, etc. Mais bon, une fois qu'on a allumé le réchaud, faire bouillir 1 litre d'eau avant de faire la popote, ça rajoute pas beaucoup de manutention. Donc voilà, on fait bouillir 1 litre d'eau, on se le divise en deux, on rajoute de l'eau froide, et puis il suffit de prendre, nous on utilise une bouteille avec un bouchon percé, et puis on a une douche, quoi, une douche chaude tous les soirs. Ouais. Donc ça c'est pour nous, et c'est vraiment confort, c'est très agréable. Et pour Ariane, en général, on essaye de de la laver en journée, enfin pas tous les jours, mais quand il fait chaud, qu'il y a du soleil, on a une bassine, et puis on remplit la bassine d'eau et c'est parti, quoi. La douche en pleine nature, enfin le bain, si c'est dans la bassine en pleine nature, c'est Ouais, plutôt chouette. ouais, c'est plutôt chouette, ouais. Elle a un bon contact avec l'eau, donc ça va. On n'a jamais eu de difficulté. À quel moment de votre étape en Sardaigne vous vous dites ok, la prochaine c'est quoi? Mais la prochaine, c'était déjà assez planifié. C'était la Sicile, parce qu'on s'était dit Sardaigne, puis après Sicile, on fait toutes les îles comme ça, enfin toutes les îles, les grosses îles italiennes. Et on a été bloqué un petit moment dans le sud de la Sardaigne, parce qu'en Sicile, ils étaient toujours en zona rossa. Et du coup, on a attendu qu'on puisse prendre un bateau, parce que les ferries étaient coupés entre la Sardaigne et la Sicile tant que la zone sicilienne était en Covid rouge. Et du coup, quand on a Mhm. pu y aller, on a pris le bateau jusqu'à Palerme, et pour la prochaine étape. Vous aviez envie de faire le tour de la Sicile, ou vous aviez programmé juste une partie comme pour la Sardaigne? On arrivait à Palermo, qui est du coup au nord-ouest, et on est descendu au sud en se disant qu'on aurait plus chaud. Puis après pour rejoindre Catane en suivant la côte. Et je sais pas si c'est le meilleur calcul qu'on a fait, parce que la côte sud sicilienne est pas hyper intéressante. Enfin nous on savait pas du tout, on n'y était jamais allé.
En fait, au nord, il y a toutes les montagnes, il y a les volcans, etc. Et au sud, en fait, c'est plutôt des plaines agricoles, quoi. En fin de compte, c'était pas très chouette, surtout que quasiment tous les accès à la mer sont souvent des accès privés. Du coup, on longeait la côte sans pouvoir aller à la mer, ce qui est assez triste. Du coup, le sud de la Sicile, ça nous a pas hyper plu. Mais les oranges sont bonnes. Ça c'est bien, mais ça vous pouviez les récupérer dans les arbres, j'imagine. Ouais, puis ouais, on nous en donnait toujours, hein, on était pas au plein moment où ils récoltaient les oranges, donc on était sûr que si on s'arrêtait quelque part, on nous apportait 1 kilo d'oranges, 2 kilos d'oranges, 3 kilos d'oranges. On en avait même trop, en fait. Oui, ça commence à peser dans la carriole après. Après, il y avait un truc très chouette qu'on n'a pas pu faire, mais je pense qu'il est chouette à faire, c'est la vallée des temples, une vallée de temples grecs. Et du coup, nous, on a pu la voir, mais pas aller visiter vraiment les temples parce que c'était fermé, mais c'est absolument grandiose. Je pense que on est allé en Grèce par la suite, je pense que les temples grecs en Sicile, et d'ailleurs en Turquie aussi, sont quand même plus chouettes que les temples grecs en Grèce. Ah, c'est étonnant. Et ouais, c'est étonnant, mais en tout cas, ils sont très très bien conservés, ceux de la vallée des temples en Sicile, ouais. Après, quand on arrive vers l'est de la Sicile, on a après toutes ces grandes villes, Syracuse, etc., où là, il y a vraiment du patrimoine, et je pense que, enfin, là, on s'est régalé quand même. C'était assez chouette, quoi. Vous avez passé combien de temps en Sicile? Mais je pense qu'on a passé un petit mois, quelque chose comme ça. Parce à Noël, ils avaient fait un peu comme en France, une genre de confinement de fête de Noël. Donc on avait trouvé un hébergement pour 2 semaines, et puis c'était pas mal de se poser un peu là, pour faire les fêtes de fin d'année, au chaud, et pas sur la route. Donc voilà, on s'est arrêté un peu, ce qui fait qu'on a passé quand même un peu de temps en Sicile. Et quand vous vous êtes arrêté, vous avez trouvé sur place ou vous aviez prévu ça un peu avant d'arriver à un endroit particulier? Comment vous êtes organisé? Alors notre technique, c'est d'arroser Airbnb en général. On envoie pas mal de messages, et comme on voyage avec peu de moyens, ce qu'on fait en général, c'est qu'on explique un peu notre voyage, notre démarche, et qu'on a assez peu de moyens, et du coup on essaye de négocier un peu des rabais sur les hébergements, surtout quand on reste longtemps comme ça. On essaye au Et maximum ça de fonctionner marche? comme ça, et souvent ça marche, ouais. Alors, on envoie une dizaine de messages, une quinzaine de messages des fois. Mais oui, souvent il y a plein de gens qui nous répondent et qui trouvent le voyage chouette et qui veulent bien nous aider un peu en nous faisant un rabais sur l'hébergement, quoi. Vous l'aviez plus ou moins prévu en fonction de là où vous seriez à tel moment, ou c'est vraiment arrivé, je dis n'importe quoi, à mi-décembre? Et c'est ça, ouais, à mi-décembre, on s'est dit qu'on allait s'arrêter, mais après, en général, les hébergements, à 2-3 jours avant d'arriver quelque part, si on a prévu de s'arrêter, on cherche à partir de ce moment-là, quoi. Et ça vous avait fait du bien quand même, pendant 2 semaines, d'être tranquille, Ouais. avec une douche où il faut juste tourner pour avoir de l'eau chaude. Ah ouais, non, mais Euh, il y a tout qui revient, hein. Mais on redevient assez vite sédentaire, hein. Mais les premières nuits, c'est vrai, c'est d'être là dans son lit au chaud, éventuellement d'entendre le vent, la pluie dehors, et là on se dit, ah, c'est pas vraiment, grave. vraiment on est bien d'être à l'intérieur. Ouais, et du coup, c'est vrai, quand on dort tout le temps dans une maison, on n'y pense pas, mais quand on dort dehors tout le temps et qu'on se retrouve dans une maison, il y a plein de petites choses, on se dit, ah, c'est quand même vachement chouette, ces petits conforts-là, ouais. Mais bon, après, on est toujours content de repartir sur la route et d'être de nouveau dehors. Et on est bien dehors aussi, quoi. Donc c'est bien de faire un peu les deux. Est-ce qu'en Sicile, il y a eu des moments vraiment forts ou des moments vraiment pas sympas? Des moments forts, hein, il y a quelque chose d'assez chouette, c'est que quand on était revenu des Pyrénées en vélo, on a croisé un couple de clowns itinérants. Ils passent leur vie sur la route avec leur vélo immense, ils ont un spectacle itinérant. Elle est tchèque, lui est anglais, et du coup on les avait croisés, et il s'avérait qu'ils partaient dans la même direction que nous, donc on les a retrouvés. Ils étaient en Sicile, ils travaillaient dans une ferme de cactus. Et du coup, c'était super chouette de les revoir. Et c'est des clowns, alors c'est toujours trop drôle d'être avec eux, quoi. Ils font toujours des choses incroyables, quoi. Donc ça, c'était vraiment assez chouette de retrouver. Et en plus, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu des cyclo-voyageurs. Et ça fait du bien de croiser du monde un peu, qui voyage de la même façon. On peut échanger sur ce qu'on fait, on se comprend, sans en dire trop, quoi. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et après, en termes de mésaventures,
Non, il nous est pas, non, je pense pas qu'il nous soit arrivé tellement de mésaventures. Bon, après, c'est peut-être pas des mésaventures pour nous, mais non. Bah tant mieux. Non, on finit toujours par trouver un endroit de bivouac. Ouais. Je pense que c'était peut-être ça qui était dur, c'était de trouver des bivouacs comme il y avait pas mal de plaines agricoles, de zones un peu résidentielles, de côtes. Ouais, c'est pas toujours simple, mais bon, on finit toujours, on demande à quelqu'un, un jardin, et puis bon, après des fois on a une douche, une pizza offerte. On essaye d'éviter d'aller demander parce que c'est un peu fatigant de prendre des refus, parce que il y en a enfin on prend quelques refus avant. On sait toujours qu'il y a quelqu'un qui va nous dire oui à un moment donné, mais bon. Mais après c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui te dit oui, et souvent c'est des gens qui sont très contents de t'accueillir, il se passe plein de bonnes choses, donc il fait toujours bien d'aller dans cette démarche-là, même si des fois on se dit on n'a pas forcément envie de faire 15 maisons à ce qu'on nous dise non, quoi. Quand vous êtes arrêté, c'était pour 2 semaines. Vous saviez déjà que ce serait le maximum que vous resteriez ou pareil, ça dépendait un peu de ce que vous alliez avoir envie de faire? Pour le coup, on s'était dit qu'on s'arrêtait 2 semaines et juste 2 semaines. Et je pense qu'on a bien fait parce qu'on n'était pas on était à une ville qui s'appelle Modica, qui est une ville très chouette parce qu'il y a un beau patrimoine, mais qui est construite dans presque des canyons de vallées calcaires. C'est une ville qui est assez encaissée et l'hiver c'est quand même un peu tristoun de pas avoir beaucoup de soleil, quoi. Du coup, on avait dit 2 semaines et on s'est tenu à 2 semaines pile pour sortir de notre vallée dès qu'on pouvait. Et même, je pense que s'ils avaient pas remis des interdictions Covid, on serait quand même sorti parce que, en voyageant à vélo et surtout dans le sud de l'Italie, il y a enfin, nous, ce qu'on s'est rendu compte dans ce voyage, c'est qu'il y avait un gros décalage entre les réglementations officielles qu'on peut voir de l'extérieur et l'application qui s'en fait sur le terrain, et surtout quand on est dans des zones, on va dire nord de Méditerranée, mais du coup sud de l'Europe, plus on descend vers le sud, en général, moins l'application est stricte. Ok. Et donc vous êtes allé où? Et donc on est remonté à Catane pour prendre un bateau pour rejoindre le continent. D'ailleurs, on allait traverser en bateau avec un enfant. Alors nous, on prenait pas de cabine parce qu'on a vu des mauvaises expériences en cabine, mais le seul problème, c'est que trouver un endroit dans un bateau où on peut s'allonger quelque part et qu'il n'y a pas un spot au-dessus de sa tête qui éclaire de 12 000 watts, c'est assez compliqué. Et nous, en tant qu'adultes, on peut arriver à s'endormir, mais un bébé qui a un spot au-dessus de la tête, Ariane, elle aimait pas du tout ça, et il nous a fallu quand même quelques voyages en bateau avant de trouver. À la fin, on venait avec nos plaques en carton, puis on scotchait notre plaque en carton au-dessus des spots pour avoir une petite zone d'ombre où Ariane. Si on était. Ouais, et après on mettait nos matelas et puis on se trouvait un coin. En plus, il y avait personne à cette époque qui voyageait dans les bateaux, donc on était assez seuls, quoi. Donc c'était assez chouette. Donc vous prenez votre bateau et vous arrivez au sud de Naples. Et du coup là on se dit on va traverser, il y a quand même une montagne entre l'ouest et l'est de l'Italie, donc on va traverser la montagne. On était début janvier, quoi. Et on va aller descendre, notre objectif c'était d'aller dans les Pouilles, donc la botte de l'Italie, pour pouvoir prendre un bateau pour la Grèce. Et du coup on part traverser les montagnes. On savait qu'on risquait d'avoir froid, mais on n'avait quand même pas calculé qu'il y allait avoir de la neige en plus et qu'il allait faire vraiment très froid. Donc ça, c'était un peu compliqué à gérer, ouais. Notre première journée, on part dans la montagne et là, on se rend compte qu'il fait très froid. En plus, un soir, on n'arrive pas à trouver de bivouac. Ça nous a mis dans des mauvaises prédispositions. Quand on se fait rejeter un peu à gauche, à droite. Et du coup, on a vu qu'ils annonçaient de la neige le lendemain. Et là, quand il s'est mis à neiger, on s'est dit aïe aïe aïe. On avait racheté des petits duvets pour mettre au-dessus des nôtres, quand même, en se disant qu'il allait faire froid à un moment donné, mais ça commençait à être un peu difficile. Alors on a trouvé un hébergement en dur le temps on va dire, la vague de froid passe un peu, et puis après on est reparti sur les routes, et puis le soir on essayait de trouver un hébergement en dur, soit en demandant chez des gens. Même un soir, on a fini par dormir dans la cabane de jeu d'une petite fille, une cabane de jardin en bois, là. Comme c'était le Covid, par exemple, cette famille, ils étaient super contents de pouvoir nous aider, mais ils voulaient, je comprends, pas forcément nous faire dormir dans leur maison. Et voilà, du coup, ils nous ont libéré cette cabane de jardin, on a installé des matelas. Bon, il y avait l'air passait un peu entre les planches de bois, mais je pense qu'il a fait pas loin de moins 7, moins 8 cette nuit-là. Du coup, c'était quand même déjà pas mal d'avoir un isolant bois avant d'avoir notre bivouac, quoi. Ah ouais.
Ouais, mais on avait développé des techniques pour dormir au chaud avec Ariane. On a nos 2 duvets en fait qui sont jumelés. Ariane elle est entre nous, puis là on avait racheté 2 autres duvets qu'on jumelait et qu'on passait au-dessus des premiers. Et du coup une fois qu'on était tous bien habillés, emmitouflés, qu'on ferme tout ça, ça va plutôt bien. Là, je me dis que moi, jamais je pourrais faire ça parce que c'est trop dur en fait. C'est quand même des conditions un peu extrêmes. Ouais, c'est un peu dur. Après, c'est une question d'équipement avant tout. Hein. Si on a l'équipement adéquat, Là, vous vous dites pas, ok, tant pis, on trouve un hôtel, on met les moyens, mais on peut pas dormir dehors, quoi. on aurait pu se dire ça. Je sais pas pourquoi. On était un peu peut-être bornés dans notre. Mais après, on sait qu'on finit toujours par trouver quelqu'un qui va bien nous aider. Donc ça va. Après, je crois, la nuit suivante, on avait trouvé un hôtel, enfin une espèce de maison d'hôte pour être au chaud. Donc non, on sait quand même à un moment donné se mettre une limite. Mais après voilà, on savait que c'était juste les montagnes à traverser, puis dès qu'on redescendrait en altitude, ce serait plus gérable. Juste les montagnes à traverser. Moi, j'aurais dit juste traverser la route éventuellement, mais pas juste des montagnes à traverser. Combien de temps vous avez mis à les traverser, ces montagnes? Ah, je pense qu'on a dû mettre 4-5 jours, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même, c'est pas rien. Vous avez roulé sous la neige également. Il faisait peut-être pas -7, mais il devait pas faire très chaud. Ouais, on a roulé un peu sous la neige, un peu de neige quoi, ce qui fait que sur la route ça posait pas de problème. Mais nous ça allait, à part dans les descentes où forcément le froid rentre un peu partout. Ariane dans sa carriole on l'a mitouflé au maximum, on avait récupéré des couvertures, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois en s'arrêtant, elle avait pas hyper chaud quoi. On l'a réchauffé ensuite. Donc ça allait, mais plus froid, ouais, ça aurait été un peu plus difficile. Après, c'était question de matériel aussi. Hein. Je pense que si on avait pris un peu plus de matériel pour le froid, ça aurait été plus relax. Vous vous attendiez pas non plus à cette température-là. Non. Et je pense qu'on est tombé sur une vague de froid et du coup, bah, faut faire avec quoi. Bon, et c'est quoi les paysages de cette partie-là? Est-ce que c'est les montagnes, il neige, mais est-ce que tu peux nous projeter un peu dans cet environnement? C'est des montagnes, c'est de la moyenne montagne, enfin de la moyenne, moi, j'appelle ça de la moyenne montagne, mais ça pourrait ressembler un peu, on va dire, à l'ouest des Pyrénées chez nous, mais ça va pas très haut après. Il y a quelques stations de ski, mais là il faut remonter un peu plus dans le nord de l'Italie. Et après, l'Italie reste quand même très très agricole aussi, c'est-à-dire que c'est toujours fait de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a des petits villages et beaucoup de terres agricoles autour. Alors dans les montagnes un peu moins, mais dès qu'on descend dans la plaine, dans les Pouilles, en fait, il y a assez peu de zones, naturelles, quoi. De parcs, de forêts. Alors après, quand c'est des oliveraies, c'est un peu plus sympa, quoi. Mais sinon, il y a du patrimoine qui est joli. Mais pour les espaces naturels, nous, on était un peu triste de pas avoir assez de forêts, assez d'espace. Enfin, surtout qu'on venait de traverser les Pyrénées à pied, où là, on était tout le temps en pleine nature. Et c'est vrai que de passer à des endroits qui sont pas industriels mais agricoles et urbanisés, C'est moins sympa. c'est un peu difficile quoi. Et donc vous poursuivez votre chemin et vous arrivez dans les Pouilles. Vous y êtes resté combien de temps? Vous avez ce voyage-là, et cette étape-là, pardon, elle a pris combien de temps? Je pense que on a dû prendre 2 mois parce qu'en fait, sachant l'hiver arrivé et qu'il faisait froid, on avait envoyé des demandes sur des réseaux de woofing pour voir si on pouvait pas trouver un point de chute, une ferme quelque part où on puisse passer un mois dans un hébergement dur et puis aider aux tâches de la ferme en question. Et à un moment, quand on arrive dans les Pouilles, on reçoit une réponse positive. C'était c'est pas vraiment une ferme. Ils avaient des chambres d'hôtes, mais qui fonctionnaient pas dans cette saison. Et sinon, il avait quelques animaux. Et du coup, ils nous disent, bah, si vous êtes toujours ok, venez chez nous. Et puis, bah, on pourrait faire un peu de woofing dans notre ferme. Et du coup, on y allait et on a passé un petit mois dans une maison en dur. Là, c'était un endroit dans les Pouilles. Ils ont ce qu'ils appellent les trouilles. C'est des habitations traditionnelles en pierre qui ressemblent un peu à comme nos cabanes de berger qu'on a dans le sud de la France, sauf ça fait un espèce de toit pointu qui remonte et bon, c'est assez beau. Il y a même un village
qui était pas loin de là où on était, qui s'appelle Alberobello, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un village qui est fait de ces habitations-là, quoi. Comme si on avait plein de cabanes de bergers tout empilées. En plus, elles sont recouvertes de chaux, donc elles sont blanches. C'est très joli. Et du coup, voilà, on est resté un mois dans cette famille. Ils avaient 4 garçons, donc c'était plutôt animé. Et il y avait des chevaux, des chiens, des poules, enfin, il y avait un peu tout ce qu'on trouve dans une ferme. Et voilà, on les a aidés à faire des travaux à droite, à gauche, du ciment, ou aider avec les chevaux, etc. Et c'était chouette, Ariane, elle était super contente. Il y avait d'autres enfants, il y avait des animaux. Elle a vécu sa meilleure vie, là. Ouais, c'était pas mal. Puis nous, on était au chaud encore pendant un petit mois d'hiver. Et du coup, ça nous mettait dans des meilleures dispositions, quoi. Ouais, c'était super chouette que c'est pu se faire à ce moment-là, quoi. Mais au bout d'un moment, l'appel de la route vous a repris et il a fallu partir. Ouais, l'appel de la route nous a repris. Bah en fait, on voulait partir, mais comment dire, la Grèce était toujours officiellement fermée aux voyageurs. Enfin, elle était pas fermée, elle était en confinement. Comme nous, on avait connu le confinement en France, mais c'était le même type de confinement qui était annoncé par les autorités. Et du coup, on hésitait à y aller pour se retrouver dans une situation où on aurait été incapable de bouger. Et un jour, on croise dans le village d'à côté un couple de cyclo-voyageurs allemands qui venaient de Grèce et qui nous ont dit non, nous on a passé un mois en Grèce, on a roulé, tout va bien, genre il y a aucun souci. Et du coup, on s'est dit on prend le billet de bateau et puis quelques jours plus tard, on est parti en Grèce et en effet, le pays était censé être sous cloche, mais dans la réalité des faits, on est arrivé à Patras. Il y avait, je sais pas, 2000 personnes qui étaient dans le grand parc, là, qui est au bord de la mer. Ils étaient tous dehors à boire le café. D'accord. Et on s'est dit, on a fait le bon choix, quoi. Effectivement. Bon, vous êtes resté combien de temps en Grèce? Et en Grèce, on a dû rester presque 3 mois parce qu'on est arrivé à Patras, qui est au nord du Péloponnèse. On a fait tout le tour du Péloponnèse et ensuite on est remonté sur le continent jusqu'au Météore. Puis après, on a fait la route jusqu'en Turquie. Donc on a vraiment fait quasiment tout le tour de la Turquie, de la Grèce. Ouais, c'était un beau périple. Ah oui. Raconte-nous un peu quand même les quelques étapes sympas. Là, le temps était meilleur, j'imagine. Alors on est arrivé, en plus, en Italie, je crois que dans notre footing, on avait dû prendre la neige une semaine avant de partir, et on arrive en Grèce, et c'était presque l'été, quoi. Il faisait chaud, enfin, c'était un bon printemps, on va dire. Et on était fin février. Et fin février, nous on n'est pas frileux, mais on va se baigner, quoi. Donc non, c'était plutôt très engageant comme début. Donc on est parti sur notre tour du Péloponnèse et là, on était content parce que le Péloponnèse, c'est quand même assez sauvage. Ouais, Il y a des magnifiques montagnes, il y a des beaux villages, mais en même temps, il y a beaucoup d'espaces naturels. Et du coup, on s'est vraiment plu, quoi. On a fait vraiment tout le tour. On a fait tous les doigts du Péloponnèse. Wow. On n'a pas manqué une miette de la traversée. C'était super chouette. À part le vent qui a décidé de se mêler à un moment de nos activités. Mais voilà, on fait avec, hein. Mais bon, quand il y a trop de vent, ça nous arrivait de pas pouvoir rouler tellement il y avait de vent, quoi. Ah oui, effectivement. On n'avançait pas, quoi. On reculait, quoi. Ouais, à ce moment-là, on se dit non, cette journée-là, on ne va pas pédaler, ça n'a pas d'utilité. Non, à part vous fatiguer, ça sert à rien. Ouais, c'est très très fatigant de pédaler face au vent. Et dans ces cas-là, vous trouvez un endroit, vous essayez de trouver un endroit abrité et vous y passez la journée? Ouais, c'est ça. À abriter du vent, ouais, puis on met le camp de base, et puis voilà, c'est parti, on sort le réchaud, la poêle, on fait des crêpes, et puis on se détend, on prend du bon temps, quoi. On répare les trous dans les vêtements. Ah, sympa, ça c'est du bon temps. On prend la checklist d'entretien matériel, ouais. Vous avez jamais crevé? Crevé, si, il y a eu des galères, c'est-à-dire que nos vélos sont équipés avec les pneus de cyclo-voyageurs, tout le monde prend les mêmes, c'est les Schwalbe Marathon, c'est une marque allemande qui fait des pneus renforcés avec des bandes Kevlar, et qui sont très connus parce que on peut faire des milliers et des milliers de kilomètres sans jamais crever. Bon, après, des fois, quand on roule sur un très très gros coup... Oui, peut-être pas le faire exprès non plus. Non, mais je veux dire, ça peut arriver de crever. Le problème qu'on a eu, c'est les pneus de notre carriole. On a eu beaucoup de galères avec les pneus de la carriole parce que on les avait pas équipés de ces pneus-là. Et du coup, alors notre premier pneu, c'était les pneus Tulle. Quand on est parti des Pyrénées avec nos vélos, on a fait un jour de vélo, puis on s'est rendu compte qu'on était sur la corde des pneus. Du coup, on a racheté des pneus à Decathlon, puis les pneus Decathlon ont fait 1000 km jusqu'en Sardaigne. Et puis là, ils ont dit, on veut plus. Surtout que au bord de la mer, il
il y a souvent des buissons qui font des espèces de petits picots là, et ceux-là ils sont mortels. Donc une fois ça nous est arrivé, on a fait, je pense, on a fait 6 ou 7 trous dans la chambre à air d'un coup. Oh là là. Et voilà, et du coup on rachetait à chaque fois des pneus chinois de mauvaise qualité qui font pas plus de 1000 km. Et du coup ça c'était un peu notre galère la carriole. Du coup quand on s'est arrêté en Sicile, on a eu le temps de commander des pneus Schwalbe marathon pour notre carriole. Et voilà, ceux-là ils nous ont un peu plus duré, donc Bon choix. c'était un peu moins stressant quoi. Ouais, bon choix. Après, le problème de ces carrioles, c'est qu'elles ont tendance à avoir un peu un défaut de parallélisme sur les roues, un peu comme on pourrait voir sur les fauteuils roulants qui ont pas les roues parallèles complètement, quoi. Et du coup, enfin les pneus s'usent beaucoup plus vite que sur des vélos qui ont pas ces forces de traction là, quoi. C'est quoi les endroits que vous avez préférés en Grèce? Parce que vous en avez tellement vu que fais-nous rêver un peu. Le sud du Péloponnèse, il y a une péninsule, je me rappelle plus le nom, mais qui est absolument magnifique. C'est les montagnes, c'est sauvage. On laissait les vélos en plus pour aller randonner souvent. Du coup, enfin, c'était vraiment super chouette. Les plages étaient magnifiques et la montagne était magnifique. C'était vraiment le Man, ça s'appelle. Oui, bah oui. Et après, l'autre endroit qu'on a adoré en Grèce, c'est les météores. En plus, on avait fait un bon crochet pour aller jusqu'au météore. Et on était vraiment content de le voir en vrai parce que bon, on voit toujours ces images de monastères perchés sur ces pitons rocheux et le voir en vrai, c'est quand même c'est une autre dimension quoi. Même si la zone est assez petite géographiquement où il y a ces formations géologiques et ces temples, enfin c'est vraiment fabuleux quoi. On se demande comment ils sont allés construire ces monastères perchés là-haut. Enfin, c'est dingue. Ouais. Même moi qui fais de la montagne, je me sentirais pas très bien perché là-haut, quoi. Oui, dans le Magne, il y en a un ou deux qui sont aussi à flanc de montagne, enfin des trucs improbables. Les météores, je connais pas, mais j'ai vu les photos et voilà, c'est fou. C'est fou, c'est vraiment un endroit qu'on a envie de voir en vrai, je crois. Ah ouais. Ah, c'est vraiment super, quoi. On n'a pas visité les monastères, mais juste balader au pied et puis. Oui, juste les voir, c'est déjà bien. C'est vraiment super. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués en Grèce? Est-ce qu'il y a eu des choses dont vous seriez passé? Bah les moments compliqués, c'était le vent. Ah, Hein. c'était ça. Ce fameux bivouac. J'avais même, on manquait de sardines parce qu'au fur et à mesure, on perd toujours des sardines pour sa tente. Du coup, j'avais fait des sardines en olivier, en bois d'olivier, donc on plantait ça faisait un peu à l'ancienne, quoi, les pieux pour maintenir la tente, pour que la nuit se passe sans accroc. Et on a eu aussi de la pluie. Bah, quand c'est un jour de pluie, ça va, mais quand c'est 2-3 jours de pluie et que toutes les affaires sont mouillées, qu'on a froid, le moral il commence à baisser. Et une fois, ça nous est arrivé. En plus, on voulait aller visiter le site de Delphes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait trop de montagnes, trop de montées pour nous y amener, puis il pleuvait, etc. On avait froid. On repart quand même un matin sur la route et du vent, etc. Et là, il y a une voiture qui s'arrête et du coup, un couple de Grecs, elle était slovène. Et du coup, il nous dit, mais nous, on veut partir en voyage à vélo là dans un mois. Est-ce que vous voulez pas venir chez nous? Comme ça, vous nous coacherez un peu, vous nous direz ce qui nous manque comme affaire, etc. Et du coup, là, on était refait, quoi. Bah enfin, ouais. ils nous ont amené, ils ont fait des grillades dans la cheminée, on était au chaud. Enfin, c'était des amours. Et en plus, le lendemain, ils nous ont amenés en voiture jusqu'à Delphes pour qu'on puisse visiter. Enfin. Ah, trop bien. Là, on reprend foi en l'humanité de temps en temps. Mais ça arrive toujours au bon moment en général les rencontres. Mais oui, j'ai l'impression. À chaque fois que tu me parles d'une galère, il y a une rencontre derrière qui change la suite de l'aventure en fait. Ouais. Faut croire qu'on a tous une bonne étoile. Là, non, tu m'as dit les restaurants étaient encore fermés, donc peut-être que justement chez ces gens-là, vous avez mangé un peu grec quand même. Ouais, on a mangé un peu grec, ouais. Les restaurants étaient fermés, mais les cafés étaient ouverts. Je savais pas, les Grecs boivent beaucoup de café. On pensait pas égaliser, mais c'est incroyable. Ils ont tout le temps un café dans la main. Ouais. Moi, j'aime le café, donc j'étais content. Alizé, c'est pas son truc, donc. À quel moment vous dites, enfin, en fait, c'est pas à quel moment vous suivez quand même un itinéraire qui vous mène gentiment mais sûrement vers le prochain pays.
Ouais, oui, bah c'est un peu le jeu quoi, Mm. c'est se dire bah après on va en Turquie, bah par quel chemin on y va quoi. Donc, mais là c'était assez simple à partir du moment où on ne choisissait pas la voie maritime, c'était la voie terrestre. Il y avait pas trop de questions, c'était Thessalonique, puis après on roulait tout droit direction Istanbul quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses en Grèce dont tu as envie de nous parler ou est-ce qu'on passe en Turquie? Non, on peut passer en Turquie, c'est un beau morceau la Turquie. Trop bien, alors c'est parti. Vous êtes resté combien de temps en Turquie? Alors je pense qu'on a dû rester un peu moins de 3 mois, 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc on arrive par Istanbul, donc par le côté, on va dire le côté européen de la Turquie, sachant que le Bosphore en fait fait Istanbul fait la jonction entre l'Europe et l'Asie. En plus on est toujours très fort parce qu'on a quitté la Grèce le jour où ils réouvraient les restaurants. On a eu le temps d'en faire un avant de passer la frontière. Et on arrive en Turquie et ils faisaient leur premier confinement en Turquie. Enfin leur première, on va dire, mesure de restriction quoi. Non. Si, alors on s'est dit, on est farci quoi. À un moment, on va y arriver, mais bon. C'est dommage, mais du coup, on a pu visiter Istanbul sans les touristes et sans le monde parce que les Turcs avaient décidé que les restrictions sanitaires ne s'appliquaient pas aux touristes étrangers. Donc, c'est-à-dire que nous, on avait le droit de se balader, Mhm. mais juste nous. Oh, c'est bien ça. Enfin, pour vous, à ce moment-là, en tout cas. Ouais, c'est un peu bizarre quand même de le jouer comme ça, mais je pense que économiquement ils pouvaient pas se permettre de se passer des Mais oui, touristes, et voilà. Du coup, on a pu visiter Istanbul sans le monde, ça tranquillement, et c'est puis après rare. on Hein. a eu Istanbul avec le monde. C'était plutôt chouette du coup. Vous êtes allé au Souk, vous avez fait Sainte-Sophie, vous avez fait quoi dans votre visite d'Istanbul? Qu'est-ce qu'on a fait? Bah tout ça, hein, les classiques, surtout se balader. Nous on aime bien se balader dans les villes, trouver des gens, parler. Et oui, après les sites touristiques, on avait encore pas mal de sites fermés qui n'étaient pas accessibles. Mais du coup on s'est surtout baladé, on a mangé turc, Ah, qu'est-ce que vous avez mangé? surtout de la viande grillée. Hein. Je pense qu'ils aiment beaucoup ça. Puis il y a toutes les spécialités sucrées. Moi j'adore quoi. Enfin, mais je crois que je suis un grand fan de baklava, donc et ils en font 1000 sortes différentes, Mm, donc c'est quand même vraiment chouette. Donc c'était balade et gourmandise. C'est ça, balade et gourmandise. Et on a eu une rencontre assez chouette. Un jour, je vais promener Alizé dans le parc qui était à côté de notre, on avait pris un Airbnb. Et du coup, je rencontre un Français qui avait sa petite fille, qui avait l'âge d'Ariane, une petite Olympe, là. Et donc, je parle avec le papa. Et en fait, c'est le directeur du lycée français qui était de notre quartier. Et du coup, il nous invite. Donc, en plus, le lycée était fermé parce que, Covid. Donc, tous les collégiens, les lycéens étaient chez eux. Du coup, on mange tout seul dans le lycée, on fait un grand repas avec plein de mezzés, et après il nous dit, bah, si vous voulez, il y a la résidence d'artistes dans le lycée il y a personne en ce moment, bah, si vous voulez venir habiter quelques jours dans le lycée, bah, venez, quoi. Du coup, nous, on quitte notre Trop Airbnb, bien. c'était le lendemain ou le surlendemain, et du coup, on est allé au lycée français, on a posé nos bagages, nos vélos, on avait notre petit studio, on avait surtout la bibliothèque avec tous les livres français pour Ariane. Et donc c'était trop chouette. On était tout seul dans cet immense lycée, on pouvait se balader partout. Et ouais, et le directeur et sa conjointe, et puis il y avait leur petite fille aussi. Enfin, c'était super quand les planètes s'alignaient parfaitement, quoi, encore une fois. Encore une belle rencontre. Ouais, c'est ça. Et puis ah oui, et ça coïncide aussi à ce moment-là, c'est que du coup, Alizée on savait déjà que depuis la Grèce, qu'elle était enceinte de notre deuxième, Mhm. Hermès. On a pu aller le voir un peu en s'arrêtant à Istanbul, là, dans une clinique. On a pu faire une échographie, voir que tout allait bien. Et du coup, c'était vraiment chouette. C'était un bon moment à Istanbul. Alors tu nous dis ça comme si c'était tout à fait normal d'être dans ce voyage et d'avoir un deuxième qui arrive. Enfin, quand vous vous en êtes aperçu, quand vous vous êtes rendu compte, la question que tout le monde se pose, c'est ben tu te demandes si tu continues ou pas en fait, parce que c'est pas un voyage confortable. Ouais, bien sûr. Surtout que au début de la grossesse, beaucoup de fatigue, quoi. Bah Enfin, ouais. le corps subit des changements tellement violents que ça génère quand même beaucoup de fatigue. Mais Alizée est incroyable. Alors moi, j'essaye de faire un maximum pour qu'elle ait du temps pour se reposer, mais elle est quand même incroyable de continuer à pédaler, d'être là, d'être présente. Donc non, ça s'est fait que bah moi c'est la volonté d'Alizée de vouloir continuer ou pas, hein, qui prime. Donc mais bon, comme je t'ai dit au début, Alizée est une personne très déterminée, donc on a continué à pédaler. Donc c'est pas un bébé qui va changer les choses. Non, c'est plutôt moi qui mets les hauts là Hmm. d'ailleurs.
peut-être que c'est un peu difficile là, on pourrait y envisager de s'arrêter à un moment donné. Bah, heureusement que tu tempères un peu, parce que sinon vous feriez encore plus compliqué. Ouais. Des fois, moi, j'arrive à dire, peut-être qu'on c'est pas dans la situation la plus simple, ça pourrait être bien d'être dans une situation un peu plus confortable, dans un moment difficile. Ah bah oui. Et donc, après ces quelques jours, vous repartez, vous prenez la route. Et ouais, c'est ça, on repart. Et en repartant, d'ailleurs, on s'était donné rendez-vous avec mes parents qui voulaient venir nous voir sur la route, vers Antalya, du coup, dans le sud de la Turquie. Et bon, finalement, ça s'est pas fait parce que mes parents n'ont pas pu venir. Mais voilà, du coup, on avait cette direction-là de rouler vers le sud. Et on avait aussi peut-être un moment, on s'était dit qu'on irait bien faire en fait, on était parti en voyage avec tout notre matériel de randonnée. On s'était dit qu'on aurait bien aimé à un moment donné refaire de la randonnée en itinérance avec tout notre matériel. Et du coup, on avait jeté notre dévolu sur la voie lycienne, qui est un grand chemin de randonnée dans la région d'Antalya, sur la côte. Mais on s'est aperçu assez vite qu'on était déjà en fait un peu tard dans la saison et qu'il allait faire très chaud. Du coup, finalement, on a bifurqué et on a tiré, on va dire, vers le centre de la Turquie, vers la Cappadoce. Où là, on voulait vraiment aller en Cappadoce, voir ces cheminées de fées, ces montgolfières, etc. Ah bah ouais. Donc on traverse la Turquie par la steppe anatolienne, enfin la steppe, le plateau anatolien et voilà. Et là, ça déroule plutôt bien parce que c'est assez plat. C'est en altitude, hein, ça doit être à peu près à 1000 mètres de dénivelé, mais c'est plutôt plat. Il y a quelques volcans qui sont un peu, qui ponctuent un peu le paysage, mais voilà. Et ouais, très chouette. Enfin, nous, on a adoré. Et c'est plutôt vert, c'est fleuri, c'est comment? Alors il y a pas d'arbres quasiment, c'est plutôt vert, ça dépend en quelle saison de l'année, ça peut être plutôt aussi assez séché, mais il y a pas mal de cultures de blé, etc. Donc nous au moment où on y était, c'était plutôt vert, on va dire. Les cultures étaient plutôt vertes et c'est très pastoral. Tu vois des bergers partout sur leurs petits canassons là et qui ont emmené leurs brebis à gauche à droite pour trouver un peu d'herbe quoi. Sympa. Et du coup ouais, nous on a ça en tête quoi, c'était vraiment d'avoir ces bergers, ces moutons partout. Enfin, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on mettait le bivouac quelque part, il y a le berger qui allait passer à un moment donné, quoi. C'était vraiment chouette. Qui allait regarder dans la tente ce qui s'y passait. Ah ouais, ça c'est un jour... Alors celui-là, il nous a surpris, hein. Il s'est invité dans notre tente, il est rentré, il était chez lui, il s'est installé, il a enlevé ses chaussures. On a dû le chasser un peu, hein, gentiment, mais il était un peu retors. Ah d'accord. Ouais, il était bien, ouais. Bon, ouais, et puis pour nous, c'est un peu notre espace vital minimum, Bah quoi. oui. C'est nos 4 mètres carrés qui sont qu'à nous, quoi. Et c'est vrai que ça fait un peu intrusion dans ta sphère très très privée, quoi. Donc allez, zou. Non mais oh. C'est ça. Pour revenir à ça, on n'en a pas parlé encore, mais les Turcs sont fantastiques. C'est un peuple... on a été accueillis en Turquie comme on n'a jamais été accueillis dans aucun endroit du monde. Toujours quelqu'un qui était là, dès qu'on s'installait quelque part à côté d'un village, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui nous apporte à manger, qui nous demande si ça va. Dès qu'on croise un Turc, en plus, forcément il y a la barrière de la langue, mais le réflexe c'est que la plupart des Turcs, ils ont soit vécu en Europe, soit ils ont des enfants qui vivent en Europe, et le réflexe qu'ils avaient tous avec nous quand ils pouvaient pas communiquer avec nous en anglais, c'est d'appeler un de leurs fils, un de leurs cousins qui est en France, en Allemagne, et donc il nous le passe au téléphone, il dit mon père ou mon oncle me demande si vous avez besoin de quelque chose, s'il peut vous donner à boire, à manger, et tout le temps. C'est fou. C'était genre tous les jours, dès qu'on rencontrait quelqu'un, c'était comme ça. Ouais. Mais ouais, donc les Turcs, autant des fois on se fait chasser d'un bivouac. Ça nous arrive en Italie, en Grèce, très très rarement, mais ça nous arrive que les gens nous voient d'un mauvais œil. En Turquie, pour te dire, par exemple, quand t'arrives en périphérie d'une ville si grande, c'est compliqué de trouver un endroit pour poser sa tente. Un soir, du coup, on se retrouve dans un quartier résidentiel, il y avait un petit terrain vague au milieu, on décide de se mettre là, on voit quelqu'un qui passe, un voisin, on lui dit ça dérange personne, il nous dit non. Alors, il nous amène chez lui, il nous donne des œufs de sa poule, il nous amène après, je crois que c'est sa mère qui nous donne un peu à manger. Bon ok, jusque là on se sent bien. Et après, tous les habitants du quartier, il y avait, je sais pas, une quinzaine de maisons, ils sont tous venus nous voir, famille après famille, pour nous proposer à manger, à boire, nous amener des gâteaux. Il y a même un voisin qui est venu nous tirer l'électricité, il nous a mis une ampoule au-dessus de notre tente. Enfin, c'est génial. Incroyable. Tu vois, sur 15 familles, il y a personne qui est venu nous voir et qui juste nous a regardé bizarrement.
sont tous venus nous voir avec les bras ouverts, franchement. Et à chaque fois en Turquie qu'on s'arrêtait quelque part, ça a toujours été comme ça. Jamais mal intentionné, toujours un sens de l'accueil incroyable. Super agréable. Et est-ce qu'il y avait des enfants avec qui Ariane pouvait jouer? Alors des enfants, ouais. D'ailleurs, les enfants en Turquie sont très bien. On va dire dans la société, les enfants, ils sont très choyés et du coup, ils ont souvent des parcs de jeux un peu partout. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Du coup, à chaque fois qu'on peut, on s'arrête dans un parc de jeux pour la pause, etc. Du coup, elle était toujours souvent avec des enfants à jouer. Voilà. Super. Après, Ariane aimait beaucoup les trottinettes à cette époque-là et piquer les trottinettes des enfants. Elle savait pas en faire à l'époque, alors elle les prenait, puis elle se baladait avec la trottinette à la main en faisant le tour du parc. Mais oui, pourquoi pas. Et j'imagine que tout le monde la laissait faire sans que ça pose de problème, évidemment. Ouais, bien sûr. Bon, est-ce qu'il y a quand même une mésaventure qui vous est marquée en Turquie? Alors, mes aventures en Turquie, oui. Le problème de la Turquie à vélo, c'est que ils ont un réseau routier qui est assez récent. Il y a pas beaucoup de routes en Turquie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a beaucoup de routes, pas des autoroutes, mais c'est des voies rapides, quoi, un peu des 2x2 voies avec une borne d'arrêt d'urgence. Et bien souvent, on est obligé de rouler sur ces routes-là parce qu'il n'y a pas de route secondaire, en fait. Même si personne n'aime rouler à vélo sur une 2x2 voies, normalement, il y a une grande borne d'arrêt d'urgence, même ils montent avec les tracteurs. Bon, tu vois des vélos aussi qui passent de temps en temps, donc voilà. Et je crois une fois en arrivant sur Istanbul, à un moment, cette fameuse bande d'arrêt d'urgence, que ça faisait 150 km qu'on était dessus, disparaît. Et on se retrouve au milieu du trafic grandissant, fin de journée, des camions, des voitures qui nous dépassent, qui klaxonnent. Et à un moment, ça a été très chaud, quoi. Vraiment, il y a un camion, je pense, qui est passé très près d'Alizé. Le problème, c'est quand on est engagé sur ces routes-là, c'est compliqué de faire demi-tour, de sortir. Bon, on a pris la première sortie, puis on a trouvé un chemin bis, mais on s'est fait assez peur à ce moment-là, quoi. Et après, on s'est dit, plus jamais, même s'il fera se taper une galère, on évitera de se remettre dans cette situation-là, parce que... Il y a trop d'éléments extérieurs qui peuvent causer des problèmes. Ouais, c'est ça. Bon, on prend déjà des risques en allant pédaler sur les routes à droite, à gauche. On est quand même vulnérable en étant à vélo, mais du coup, il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. C'est ça. Ça a été quoi votre coup de cœur en Turquie? Qu'est-ce que vous avez préféré? Alors, on a adoré se balader en Turquie à vélo et rencontrer tous ces gens magnifiques. À chaque fois qu'on s'arrêtait, c'était une rencontre. Ils nous invitent à boire le thé partout. En termes de peut-être plus d'attraction, on a adoré la Cappadoce, quoi. Enfin, en plus, on y était à un moment où il n'y avait pas de touristes. La Cappadoce, il y a beaucoup de Chinois qui viennent. Et du coup, à ce moment-là, les Chinois voyagent plus. Du coup, il n'y a pas de Chinois. Et il y a peu de touristes. Et on est tout seul, quoi. Et là, c'était grandiose, quoi. On a pu se balader, faire de la montgolfière. En plus, les prix avaient chuté au maximum. Donc, on faisait de la montgolfière pour... Ouais, c'est trop chouette. Ça coûtait pas grand-chose. En plus, on a eu une trop grande chance. On réserve un hôtel qui avait aucun commentaire sur Booking pour se poser. On s'est dit c'était grand luxe. On arrive dans l'hôtel. En fait, l'hôtel était neuf. On était les premiers clients. Ah, pas mal. Du coup, ils avaient bradé les chambres et du coup, ils nous upgrade sur la super suite. Donc, on était tout seul dans l'hôtel pendant une semaine, dans la plus grande chambre. En plus, c'est là-bas, les hôtels, ils sont semi-troglodytes, donc souvent, tu vois, la tête de lit, elle est gravée dans la roche. Enfin, la moitié de la chambre, en fait, est creusée dans le rocher, donc c'était trop bien. Ils nous apportaient des petits déjeuners, il fallait 3 jours pour les manger. Enfin, ouais, en Cappadoce, on était plutôt bien. Et en plus de ça, on rencontre à Göreme, là, qui est la ville qui est au milieu de la Cappadoce, un couple de Suisses qui sont nos homologues parfaits, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis voyager à peu près au même moment que nous. Ils ont fait à peu près le même trajet que nous, et ils ont comme nous une petite fille, Mirabelle, qui a 3 mois de moins qu'Ariane. Ah, c'est drôle. Et du coup, on aurait pu se croiser 10 fois avant sur la route, mais on se croise à ce moment-là, ça match tout de suite, parce que on fait exactement la même chose, on a exactement la même façon de penser, de voyager. Et du coup, suite à ça, on part voyager tous les 6. Ah, trop bien. On commence à partir rouler, on a roulé un mois et demi jusqu'en Géorgie avec eux, et du coup, c'était vraiment trop chouette. Du coup, là, Ariane avait une copine 100% du temps. Même avec qui se chamaillait du coup, et puis c'était super chouette, quoi. On est passé un peu vite sur la montgolfière. Raconte-nous cette expérience incroyable. Alors, en fait, on voit toujours des photos avec plein de montgolfières en Cappadoce. Oui. Ce qui se passe, c'est que les montgolfières décollent très tôt le matin. Donc, en général, on se retrouve à 5 heures sur la base de décollage. Et l'idée, c'est de voler à l'aurore, quoi,
quand le jour se lève et de pouvoir profiter. C'est le moment où il y a les plus belles lumières. Je pense pour la montgolfière, c'est plutôt pas mal aussi en termes de masse d'air chaud, etc. parce que c'est plutôt stable, quoi. Il n'y a pas de trop de turbulences le matin. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de montgolfières parce qu'elles partent tous Tout en en même même temps. temps. Elles partent toutes du même endroit parce que suivant l'orientation du vent, ils décident d'être posés à un endroit ou à un autre puisque la montgolfière, elle décide pas d'où elle va. Du coup, l'idée, c'est de se mettre dans le sens du vent pour pouvoir aller vers voler au-dessus des cheminées de fées et de toutes les vallées. Ah là là. Par contre, on n'a pas pu vivre ça ensemble, on est obligé de le faire séparément parce qu'ils acceptent pas les enfants et les bébés. Je pense pour des questions de sécurité, parce que peut-être il y a une ascension qui est assez forte. Je pense qu'ils ont pas envie non plus que l'expérience des autres soit gâchée par un bébé qui serait pas bien, du coup qui pleurerait. Voilà, du coup on l'a pas fait ensemble, mais c'était vraiment chouette, ouais. Moi j'ai trouvé ça trop court, mais après, Ça dure combien de temps je crois que les vols font une demi-heure à peu Ah près. ouais, c'est court. Ouais. C'est court, mais ils ont des pilotes incroyables, c'est-à-dire que leur jeu à eux, c'est de frôler un maximum le rocher. Ouais. La Cappadoce, c'est constitué d'une série de vallées, en fait, parce que c'est de la terre, c'est de la terre volcanique. Et suivant les vallées, ça a des couleurs différentes, et avec l'eau, ça a creusé des vallées. Et du coup, à chaque fois que la montgolfière survole une vallée, le jeu, c'est de descendre dans le fond de la vallée, puis de remonter au dernier moment quand on sort de la vallée, quoi. Donc c'est assez sympa, ça fait des belles sensations de passer juste tout près des cheminées de feu, etc. Beau moment. Les montgolfières, elles sont tous de couleurs différentes, et puis c'est vraiment trop beau. Et du coup, comme vous l'avez pas fait ensemble, vous êtes venus 2 matins très tôt. Ouais, c'est ça. Donc là, vous partez donc à 2 familles, vous choisissez le même itinéraire, donc c'est vrai que ça change un peu la façon de voyager, vous qui êtes toujours tous les 3. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit c'est quand même bien quand on est tout seul, ou vous avez vraiment apprécié ce partage et ces routes à 6 plutôt qu'à 3? Non, on était super contents de voyager avec eux. Après, en fait, ce qui s'est fait, c'est que ça a été un peu morcelé notre parcours à tous les 6. Déjà, quand on est parti de la Cappadoce, il y avait un virus qui circulait et les filles ont commencé à être malades par intermittence, puis nous. Et du coup, à chaque fois, il y a une équipe qui s'arrêtait, puis il y a une autre équipe qui avançait, puis du coup, plusieurs fois, en fait, sur la route, on roulait ensemble, puis des fois, on se perdait de vue 1 ou 2 jours, et puis c'est arrivé en fait plusieurs fois comme ça, même nous à un moment dans le nord de la Turquie, on s'est arrêté parce qu'il y a la maman d'Alizé qui venait nous rendre visite. Du coup, ils ont avancé de leur côté vers la Géorgie, puis on s'est retrouvés une semaine plus tard, voilà, du coup ça s'est fait un peu comme ça. Donc non, il n'y avait pas la pression du groupe de se dire faut toujours être ensemble, être collés. Et c'est bien que vous ayez trouvé en plus des gens qui voyageaient, comme tu le disais, exactement comme vous. Quoi. Ah mais ouais, c'était parfait, on pouvait pas rêver mieux, quoi. Ça faisait autant de temps que nous qu'ils étaient sur la route, ils avaient aussi un enfant, donc ils savaient exactement ce que c'est. Et puis on était tous francophones. Je pense que si on avait dû construire une famille type avec qui on aurait aimé partir voyager, je pense qu'on aurait du mal à faire aussi bien, quoi. Est-ce que à ce moment du voyage, vous savez déjà que c'est la Géorgie après? Oui, je pense, puisque t'en as parlé, vous étiez pas si loin que ça. Du coup, vous saviez déjà que vous n'iriez pas en Iran? Bah ouais, enfin jusqu'arriver en Cappadoce, je pense qu'on se donnait le temps de voir comment ça allait se passer, puis à partir de là, on a vu que l'Iran n'allait pas réouvrir les frontières. Politiquement, on savait que je pense qu'ils étaient contents de maintenir leurs frontières fermées avec le Covid comme excuse. Ouais. Et du coup, on s'est dit bon bah on pourrait continuer à rouler vers l'est, vers l'Iran en espérant qu'à un moment il y ait une ouverture. Mais en plus, il y a toute la problématique de visa qu'il faut faire à l'avance pour l'Iran, et du coup, à un moment, ça aurait été compliqué à gérer. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va dire que, bah, ce sera pas pour cette fois, et on bascule vers la Géorgie, accessible et assez facile, quoi. Et à ce moment-là, on avait on savait pas quand allait continuer le voyage, quand allait s'arrêter le voyage. Alizé aurait bien aimé continuer, et moi, j'étais plutôt dans une humeur de me dire, ce serait peut-être pas mal qu'on s'arrête, qu'on rentre un peu voir nos familles, parce qu'il y a la naissance qui va arriver à la fin de l'année, et ce sera peut-être plus confort que Ariane puisse être gardée par ses grands-parents de temps en temps, qu'on puisse avoir un peu plus de temps. Voilà, du coup j'ai essayé de faire germer l'idée dans la tête d'Alizé, et voilà. Un temps on a pensé rentrer en vélo, mais ça commençait à devenir court sur le timing. Du coup, vous êtes donné combien de temps en Géorgie?
Et en Géorgie, je pense qu'on a passé un petit mois. Enfin, c'est un pays assez petit et coincé entre leurs voisins russes très oppressants, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Et du coup, on aurait pu faire aller. En fait, ce qui est chouette en Géorgie, c'est les montagnes et le Caucase. Mais on arrivait à un moment où quand même Alizé commençait à avoir un petit ventre, quoi. Et bon, on s'est dit qu'on n'allait pas se risquer à aller grimper dans les montagnes, que ça allait être un peu quand même un peu trop difficile. Du coup, on s'est dit qu'on allait doucement rejoindre la capitale géorgienne, Tbilissi, pour ensuite on avait trouvé des billets, prendre un avion et revenir sur Paris pour redescendre chez nous à Montpellier. Et du coup, c'est un peu ça s'est dessiné un peu à ce moment-là. À quoi ça ressemble, la Géorgie? Et à quoi ça ressemble? Côté mer Noire, il y a des villes balnéaires, des grosses villes balnéaires. Il fait très chaud, très humide, enfin, surtout en été. On a eu très très chaud en Géorgie. Et après, c'est des montagnes, quoi. Il y a une chaîne de montagnes au nord, le Grand Caucase, là où il y a l'Elbrus, le sommet de l'Europe, et le Sud Caucase, qui est une plus petite chaîne de montagnes, mais le Petit Caucase, je veux dire. Mais c'est par là qu'on est passé, du coup. C'est un petit pays orthodoxe, donc ça rappelle un peu la Grèce par certains aspects. Culinairement, ils ont un truc qui est hyper, et même qui devient connu un peu ici, ils ont des espèces de pizzas qui s'appellent les khachapuri avec du fromage bien fondant et un œuf au-dessus. Et qui a commencé à y avoir un peu une saveur d'Asie. Il y a aussi un des plats nationaux, c'est un espèce de, comme un vapeur oriental, quoi, avec de la viande. Voilà, c'est un peu leur plat national, ça. C'est assez chouette. Après, en venant de la Turquie, pays musulman très accueillant, le côté orthodoxe est peut-être il y a un changement culturel qui se fait, quoi. Il y a un changement drastique entre les deux. Mais on a rencontré quand même des gens super. Après, c'est peu densément peuplé, donc à part dans la capitale, il y a pas grand monde. Nous, enfin, dans les montagnes, on est passé, c'est des tout petits villages montagnards. Est-ce qu'il y a eu des moments pas sympas en Géorgie? Alors, je dirais pas qu'il y a eu des moments pas sympas. Enfin, pour nous, ça a été. Pour notre équipée suisse, il leur arrivait une mésaventure, c'est qu'ils ont cassé une roue de leur chariot. Et c'est assez compliqué, c'est des pièces assez spécifiques. Mais ils ont eu de la chance parce que notre ami JD était plutôt ingénieux. Il a réussi à monter des roues de brouette sur sa carriole Tulle en rajoutant un tige fileté à un autre axe. Et puis au milieu de la montagne, on a trouvé un Irlandais qui vivait en Géorgie depuis 10 ans, qui a embarqué ses roues, qui est revenu à la capitale, qui a trouvé un tourneur-fraiseur, qui leur a refait ses roues, qui les a renvoyés dans un minibus et qui nous les a fait livrer 3 jours plus tard. Donc comme quoi, même en étant au bout du monde avec une galère qui a l'air impossible à résoudre, on peut trouver des solutions. Eh ben, heureusement. Donc ça, c'est la galère qui ne nous est pas arrivée, mais ça aurait très bien pu nous arriver parce qu'on avait exactement la même carriole. Et après, niveau difficulté en Géorgie, il faisait très très chaud. On avait des journées à plus de 40 degrés. Et du coup, là, ça commençait à être compliqué. Fallait partir très tôt le matin, rouler très peu et ensuite trouver un endroit avec beaucoup d'ombre pour passer le reste de la journée à survivre dans le Népal. Ah oui, ça fait pas rêver comme ça. Non, ouais, la chaleur, on en a pas eu énormément, mais c'est vrai que quand il fait très très chaud, puis dans la carriole, c'est moins aéré pour nous, du coup, Ariane, on peut pas rouler quand il fait chaud, elle meurt de chaud, quoi. Enfin, ils te vendent un espèce de volet que tu peux mettre pour couper le soleil, donc ça coupe un peu le soleil, mais ça reste une cage quand même, la chaleur monte facilement, quoi. Il y a une façon, pour ceux qui voyagent avec des carrioles, nous, on l'a pas fait, mais nos voisins suisses l'ont fait. C'est tu peux mettre ton panneau solaire sur le toit de ta carriole, brancher en USB un petit ventilateur que tu mets au-dessus dans l'habitacle, et du coup, ton enfant peut rester au frais quand il fait chaud. Ah, c'est pas mal ça. Ce qui est plutôt facile à faire en plus. Il suffit d'avoir un panneau solaire et un petit ventilateur avec un port USB, et c'est fonctionnel. A contrario, qu'est-ce que vous avez aimé vraiment en Géorgie? C'est un pays que vous avez découvert, bah, les autres aussi, mais c'est quoi vos plus belles découvertes? Alors on a resté au final assez peu en Géorgie, mais on a eu une partie montagne très chouette quand on était dans la montagne sur des petites routes, des chemins en terre, le long de rivières, quoi. Donc on s'arrêtait, on posait le bivouac, on allait pêcher un peu, puis c'était tranquille, quoi. C'était vraiment sympa pour ça. Et après, ce qui est chouette, c'est la capitale Tbilissi, la capitale géorgienne, qui ressemble à une capitale européenne de l'Est de l'Europe, et c'est super chouette. Il y a beaucoup d'Européens qui vont en Géorgie parce qu'ils ont un visa touristique d'1 an.
c'est pas du 3 mois comme dans la plupart des pays, c'est à partir du moment où tu rentres avec je pense n'importe quel passeport européen, tu peux rester 1 an dans le pays. Et du coup, il y a pas mal de gens qui sont genre digital nomades qui viennent s'installer là-bas parce que le coût de la vie est quand même pas c'est un peu plus cher qu'en Turquie, mais ça reste quand même très très abordable. Et t'as l'impression d'être en Europe, même si ils sont pas encore dans l'Union européenne par exemple, mais voilà. Il y a un bon mix entre l'Asie, l'Orient. Ouais, c'est sympa, c'est assez cosmopolite quand même, la capitale. À quel moment vous êtes rentré? On est rentré fin juillet 2021. Si tu devais faire un bilan, je sais que vous l'avez fait sur Instagram, donc tu peux pas me dire, je sais pas, du nombre de kilomètres que vous avez. Oui, mais donc ça a été fait. À la louche, combien de kilomètres ça a représenté cette escapade? Je pense qu'on est à, je sais pas, 7-8 000 kilomètres, je pense. Si on laisse les Pyrénées de côté, juste sur cette partie-là, ça fait combien de mois? Ça fait à peu près une année. Puisqu'on est parti début septembre 2020, on est arrivé fin août 2021, du coup, ouais, un an. Un an de vélo, ouais. Waouh! Comment on se réhabitue à être à la maison, à pas faire du vélo tous les jours? Bah après, nous, c'est toujours un peu l'aventure, là, parce on a un appartement qui est loué, mais qui est trop petit de manière pour notre famille maintenant. Du coup, on est allé se mettre à la campagne, parce on vivait en ville jusque-là, et à Montpellier, et on aimait bien parce qu'on peut bouger en vélo, faire plein de choses, etc. Et là, on se dit, bon, on va essayer la campagne, tant qu'à être sédentaire un temps, autant faire des expériences. Voilà, donc on est un petit village, on a des copains qui habitent dans le village, donc c'est assez chouette. À 100 mètres, il y a des copains qui ont des enfants qui ont le même âge que les nôtres, donc c'est chouette. Et comment on se réhabitue? On est content l'hiver d'être, on se rend compte toujours de le confort d'une machine à laver, une baignoire, l'eau chaude, l'eau courante, et en plus l'eau courante chaude, c'est assez cool. Donc il y a plein de choses assez chouettes. On a un peu retravaillé nous tous les deux pour faire un peu d'économie, et puis ça nous a donné le temps aussi de lancer des projets, concrétiser des projets qu'on avait entamés, notamment un livre sur la traversée des Pyrénées. Ah, super! Où Alizée se base un peu sur son carnet de bord qu'elle avait tenu sur les réseaux sociaux, et qui reprend ça, on va dire, en version super qualité, donc assez humoristique, qui met un peu en dérision notre voyage en même temps. L'idée, c'est de mettre pas mal d'informations pour des jeunes parents qui voudraient faire de la randonnée avec enfants, même pas forcément de la randonnée itinérante ou à long terme comme nous, mais plein de choses qu'on a un peu de l'expérience qu'on a pu avoir dans ce voyage-là. Et moi, en parallèle, j'ai monté un film sur cette traversée des Pyrénées. On avait pris le temps de filmer en vue de faire ça, et du coup, on espère que il sera diffusé dans des festivals de voyage à partir de la rentrée. Ah bah. Donc ça, c'est chouette. Voilà. C'est sûr que ça va intéresser du monde. C'est pas un voyage commun. C'est une très belle aventure. Ouais, puis pour nous, c'est une façon un peu de concrétiser. On se dit qu'on n'est pas parti sans aucune activité intellectuelle ou rien apporter. On n'est pas juste à consommer du voyage, mais on a produit des choses. C'est assez chouette, quoi, de pouvoir en arriver là, quoi. Ah bah oui. Du coup, ça me faisait penser à 3 choses, à 3 petites questions. Une que j'aurais pu poser pendant que tu racontais tout ça, mais il y a quand même quelques photos qui m'ont bien fait marrer sur Instagram. C'est les couches derrière qui sèchent derrière le vélo. Donc faut expliquer ça parce que c'est quand même pas commun. Ariane est en couche lavable depuis qu'elle est petite, et pour le voyage, on a décidé de... Alors à pied, on était plus ou moins obligé de le faire parce qu'on veut pas se permettre de porter un stock de couches, et surtout pas de porter les couches pleines, parce que c'est ça qui est compliqué en fait, c'est de porter les couches pleines en attendant la prochaine poubelle. Et du coup, on a continué à faire avec les couches lavables tant qu'on pouvait le faire. Après, du coup, ça rajoute pas mal de logistique sur la journée. En dehors de trouver à manger, trouver un bivouac et trouver de l'eau, du coup, il faut laver les couches, les faire sécher. Des fois l'hiver, en plus, il y a peu de soleil, ou quand il fait mauvais, ça nous est arrivé de faire des fois un feu juste pour mettre sécher. les couches à sécher devant. Ah, c'est drôle. Ouais. Ouais, on n'imagine pas Après, cette on a de la logistique. chance, c'est qu'Ariane est arrivée en fin de voyage assez, pas une propreté complète, mais assez proche de la propreté. Du coup, on essayait un maximum de lui proposer. On trimballait un pot aussi. D'ailleurs, on l'a abandonné à Istanbul parce qu'elle l'utilisait pas assez. Mais on trimballait un pot pour lui proposer un maximum de faire pas dans sa couche, et que ça fasse moins de lessive. Et d'ailleurs, vous faites comment pour les lessives?
Et ben on faisait à la main la plupart du temps. On est parti sans bassine, c'est aussi un peu idiot, et du coup à un moment on a trouvé un bidon au bord de la route, on a découpé, du coup on s'est fait une bassine qu'on a toujours, et je pense qu'on va repartir avec parce qu'on l'aime bien maintenant. Et du coup c'est quand même plus pratique d'avoir une bassine, et puis voilà, quand on trouve de l'eau, un peu de lessive et voilà quoi. Et côté budget, ça se passe comment? Alors on gère pas vraiment de budget, mais tous les 2-3 mois on regarde un peu ce qu'on a dépensé. Avec Alizé, on n'est pas trop dépensier et on fait attention, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, si on prend un Airbnb, bah on essaye de négocier. Tu vois, on s'était donné des paliers, tu vois, genre une nuit en dur, on essaye de négocier pour avoir une nuit à 30 euros et pas mettre plus que 30 euros dans une nuit. Et ce genre de truc, comme ça, on sait à peu près, on a une constance un peu sur notre budget, quoi. Et après, du coup, on vit sur nos économies, mais on dépense, enfin, dès qu'on sort de France et d'Europe, ça coûte plus grand chose, quoi. Enfin, en Turquie, en plus, la lire turque, elle est tellement basse que, enfin, ça coûte pas grand chose, et voilà. Mais si, pour donner des chiffres, je pense qu'en mensuel, notre budget, ça doit être à peu près 600 euros pour toute la famille, toutes dépenses incluses. Nous, on a raisonné et on sait que quand on est en voyage, on dépense beaucoup moins que quand on a une vie sédentaire, même si on enlevait l'hébergement de nos dépenses. Ok. Bon, c'est quoi la prochaine aventure? Et la prochaine aventure, c'est de partir, du coup, on a eu notre petit garçon, Hermès, qui a 3 mois, et là, on aimerait partir direction les fjords de la Scandinavie à vélo. Et puis, sur la route, on a plein de gens qu'on a envie de voir, du coup, on va commencer par les Alpes, on aimerait bien aller en Belgique, aux Pays-Bas. On a un mariage au Danemark, le frère d'Alizé qui se marie au Danemark. Du coup, on va faire un stop sur la route. Et ça, c'est un arrêt zéro carbone pour aller au mariage. Et voilà, puis après, on verra jusqu'à ça nous mène. Hein. Peut-être qu'on fera le tour complet, redescendre par la Finlande. On verra. Avant de nous quitter, j'aime bien finir par des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage? Ben, mon plus beau voyage, je pense, c'est celui qu'on va faire avec Ariane et Hermès. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? Et un voyage qu'on n'a pas encore osé faire, c'est partir en Afrique à vélo. On a vraiment très envie, mais c'est compliqué de faire un itinéraire en Afrique en ce moment. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait? Pas vraiment de regrets, mais par exemple, on était parti faire un voyage de 2 semaines en Thaïlande. Aujourd'hui, je repartirais plus comme ça de façon trop courte. Enfin, j'ai adoré, hein, c'était super, mais trop violent d'arriver et de changer de culture qui a rien à voir et puis de repartir juste avant d'avoir pu commencer à comprendre comment ça fonctionnait, quoi. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage? Et je pense que je partirai jamais avec Mike Horn parce que je pense que ce serait très désagréable de voyager avec lui parce que nos niveaux de confort respectifs sont pas du tout alignés, quoi. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Bah peut-être quand on était parti en 2017 en vélo en Amérique du Sud avec Alizé. Notre but c'était d'aller de l'Équateur jusqu'à Ushuaia et on n'avait pas pris de filtre à eau et Alizé est tombé assez malade d'infections parasitaires jusqu'à perdre beaucoup de poids et d'être hospitalisé. Et on a dû avorter ce voyage-là à cause de ça, qui était une erreur un peu bête parce on aurait pu être plus prévenant. Donc je referai pas cette erreur. On n'a pas refait et maintenant on filtre systématiquement notre eau et on n'est pas malade. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Et bien j'en parlais avec Alizé et moi j'aimerais bien avoir quelqu'un qui est parti en Mongolie, peut-être avec des chevaux. Enfin nous c'est un truc qui nous donne envie un jour de partir avec des chevaux voyager. Et la Mongolie ça a l'air quand même d'être un bel endroit pour faire ça. Écoute, l'appel est lancé, j'aimerais bien aussi. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Et ils peuvent nous trouver sur les réseaux. Notre nom c'est To Bike Free, donc comme les To Be Free, mais avec bike en anglais au milieu. Est-ce que ça vient vraiment de là? Et ça vient vraiment de là, ouais. Ah, génial! Et d'ailleurs, on a des copains cyclo-voyageurs qui nous ont dit maintenant vous avez qu'à vous appeler What For, puisque vous êtes 4. Mais oui! Donc non, pour l'instant on n'a pas changé de nom, mais peut-être. Eh ben écoute, merci beaucoup Jérôme pour ce très chouette carnet de route entre l'Italie, la Grèce, la Turquie et la Géorgie. Et je te remercie, en tout cas c'était vraiment chouette de pouvoir en parler, moi ça m'a fait repartir dans le voyage, là c'est bon j'ai envie de partir maintenant. Bah moi aussi, mais alors peut-être pas dans les mêmes conditions. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.
Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être entendu, le son de cet épisode n'est pas exceptionnel. Les aléas des connexions à distance sans doute. J'ai fait de mon mieux pour vous proposer une conversation agréable, donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. J'en profite pour vous donner quelques infos. Le départ pour la nouvelle aventure vers les fjords se précise, sans doute autour du 15 avril. Et si vous voulez un avant-goût du film de Jérôme, je vous mets le lien du trailer dans les notes de l'épisode sur famillevoyageavecun.com/podcast, comme le reste des infos d'ailleurs. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famillevoyageavecun.com/podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famillevoyage_blog. Vous savez, c'est le tiré du bas. Pour finir, si vous voulez m'aider à faire grandir le podcast, n'hésitez pas à partager, à mettre 5 étoiles et à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Et si le cœur vous en dit, je ne serai pas contre un petit commentaire. Je vous assure que ça change tout sur la visibilité du podcast. Alors je compte sur vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.